Salut tout le monde, c'est Maryl et re-bienvenue au Balado Franchement. Cette semaine, je suis très contente de vous présenter cet épisode-là. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Christian Page, qui est un journaliste et un expert en événements paranormaux, en théorie du complot. Ça a été un épisode tellement intéressant. Pour vrai, je suis super contente de vous présenter ça aujourd'hui. Puis je vous le dis tout de suite, là, je vous laisse le découvrir l'épisode, mais si jamais vous avez envie d'une partie 2, dites-le moi en commentaire. Je pense que ça va intéresser plusieurs personnes de réentendre Christian pour un autre épisode. Je suis bien contente aussi parce que Christian Page, qui est un expert, comme je l'ai dit, là, en événements paranormaux, m'a apporté son livre, son 15e livre, Tueur de l'occulte 2. Les personnes qui me regardent peut-être en vidéo en ce moment, vous avez le visuel. J'ai hâte de lire ça, puis je vais essayer de vous faire une recommandation sur Instagram, peut-être prochainement, une fois qu'il va être terminé. Il va falloir que je lise ça peut-être dans le jour, pas avant d'aller me coucher le soir parce que je vais avoir trop peur, mais ça va être super intéressant. Donc, j'étais vraiment contente de jaser avec Christian. On a parlé de plein de choses, là, le monstre du Loch Ness, d'exorcisme. On a aussi parlé de ses débuts, justement. Qu'est-ce qui l'a intéressé, en fait, dans ce sujet-là, des événements paranormaux. Et avant d'embarquer dans l'épisode, je me dois de mentionner mon commanditaire, les restaurants normandins. Si jamais vous êtes nouveau dans le balado, ça fait plusieurs fois que j'en parle. J'aime beaucoup les restaurants normandins, puis j'ai la chance qu'ils soient commanditaires de plusieurs de mes épisodes. Si jamais vous n'avez pas encore testé un de leurs menus, soit déjeuner ou dîner, souper, je vous invite à le faire tout de suite dans l'un de leurs restaurants partout au Québec, parce qu'il y en a pas juste à Québec, il y en a un peu partout dans la province. Et si jamais ça vous tente d'essayer les restaurants normandins en livraison, en commande en ligne, vous pouvez le faire avec le code FRANCHEMENT20 pour avoir 20% de rabais sur vos prochaines commandes. Je pense que mon intro est assez longue. J'espère que vous allez aimer l'épisode d'aujourd'hui. Puis laissez-moi savoir en fait vos commentaires dans les commentaires sous cette vidéo. Bonne écoute! Super, on commence ça tout de suite. Bienvenue au Balado Franchement. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment choyée que tu aies accepté l'invitation, Christian. Christian Page, pour les personnes qui te connaissent pas, t'es un expert en phénomènes paranormaux, en théorie du complot. Ouais. Tu t'hésites un peu. Est-ce que c'est comme ça que tu te nommes? Ben moi, je suis un journaliste d'abord et avant tout un journaliste d'enquête. C'est vrai que les phénomènes paranormaux font partie de mon existence depuis bientôt soit 50 ans. J'ai commencé à m'intéresser à ces phénomènes-là. J'étais adolescent. C'est assez amusant parce que ce n'est pas le journalisme qui m'a amené aux phénomènes paranormaux, mais le paranormal vers le journalisme, on pourra en discuter. Mais donc, après pratiquement 50 ans dans ce milieu-là, c'est sûr que c'est un peu comme une seconde nature pour moi. Mais oui, journaliste d'abord, journaliste d'enquête et spécialisé dans les phénomènes étranges, mystérieux, paranormaux, énigmes historiques. Tout ce qui fait ressortir en nous notre Sherlock Holmes intérieur. Tout ce qui intéresse un peu tout le monde aussi. Oui, absolument. Tu sais, c'est des phénomènes paranormaux, des théories du complot. On dirait, on en entend de plus en plus parler avec les réseaux sociaux, avec on en parlait à micro fermé des canaux de diffusion qui sont privés ou spécialisés du moins, qui permet d'aller porter l'attention des gens vers des sujets très précis avec par exemple des émissions de télé. Il y a quand même il faut quand même le dire, il y a quand même beaucoup de dérapage, même si on est dans des télés spécialisées. D'ailleurs, c'est un peu mon cheval de bataille, d'une certaine façon, où j'ai tendance... C'est vrai, on faut toujours dire, faut pas mordre la main qui nous nourrit. C'est vrai que je suis moi-même dans les médias, mais à des moments donnés, j'avoue que je suis outré de voir certaines émissions qui exploitent les thématiques du paranormal, mais avec un tel sans-gêne, et on exploite la naïveté et l'ignorance des gens. Puis quand je dis on exploite l'ignorance des gens, je dis pas que les auditeurs sont ignorants ou les téléspectateurs sont ignorants. C'est l'ignorance de tout un chacun. Moi, par exemple, si j'écoute un documentaire sur les dromadaires, je suis pas un spécialiste des dromadaires. Non. Donc, il y a quelque part en moi un niveau de naïveté et d'ignorance. Je regarde un documentaire sur les dromadaires pour parfaire ma connaissance. Et je mets ma confiance dans ceux qui ont réalisé le documentaire, que l'information qu'ils vont me transmettre est une information qualitative et qui a été vérifiée. Puis si on commence à me dire, vous savez, les dromadaires, c'est des animaux qui sont nés du mixage entre une tortue et des éléphants, on exploite mon ignorance, là. Et ça, je trouve ça un peu méprisable.
Puis malheureusement, dans le cas des phénomènes paranormaux, si on n'est pas un spécialiste du sujet, on voit que les gens ont peu de soucis de la vérité. Puis plus loin que ça, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est tellement un sujet qui intrigue qu'en plus on profite un peu de cette possibilité de raconter, puis d'imager, puis d'aller vraiment très loin dans des théories qui sont complètement farfelues. Le paranormal est un sujet qui alimente toutes sortes de croyances, parce que la grande difficulté avec le paranormal, c'est que c'est pas un milieu avec une formation académique. Il n'y a pas personne qui sort de l'université avec un diplôme en paranormal. Donc, bref, le paranormal, c'est une discipline qui intéresse monsieur et madame tout le monde, et tout le monde peut en devenir quelque part un expert. Mais il y a des experts qui deviennent experts après avoir lu 3 livres, puis il y a des experts qui sont là depuis 30 ans avec 2000 investigations sur le terrain. Donc, on voit, on n'a pas le même niveau d'expertise. Mais néanmoins, tout un chacun peut devenir ou se réclamer être un expert du paranormal. L'autre problématique du paranormal, comme c'est un sujet qui n'est pas un sujet académique, qui n'est pas un sujet bien encadré par la science, ce sont des phénomènes qui relèvent principalement des croyances. Alors, au niveau des croyances, il faut pas se le cacher. La croyance, elle est légitime. Les gens ont le droit de croire à tout ce qu'ils veulent. Mais la vérité, c'est autre chose. La vérité, elle est indépendante de la croyance. Donc, la vérité, à partir du moment où on me dit, moi, je crois aux fantômes, je crois aux extraterrestres, la réincarnation, tout ça, tout le monde est libre de croire à cela. Ça relève de la croyance. Maintenant, quelle est la position de la science par rapport à ça? Et quand on a un discours scientifique, on doit, un discours scientifique qui jette un éclairage sur ces phénomènes-là, on doit en tenir compte. Ne pas en tenir compte, si on éclipse le discours scientifique au profit des croyances, il y a un mot pour ça. Ça s'appelle l'obscurantisme. Et c'est ce qu'on retrouvait au 13e ou 14e siècle. On favorisait les écrits religieux au détriment du discours que tenaient certains, des discours tout à fait scientifiques, qui a fait allumer certains bûchers dans l'histoire et envoyer des gens à la torture. Donc, quand on entend aujourd'hui, puis on est en 2025, quand on entend aujourd'hui des gens qui font la promotion de croyances et qui écartent, puis là, je veux pas faire de politique, on comprend, là. Oui. On écarte le discours scientifique pour faire la promotion de croyances qui sont tout à fait invérifiées et invérifiables, on tombe malheureusement dans l'obscurantisme. Et le paranormal, ça flirte malheureusement avec cet obscurantisme qui est omniprésent. Oui, parce qu'il doit y avoir tellement de personnes qui se disent expertes. Oui, pour ceux qui écoutent juste à l'audio, là, juste ton expression faciale veut tout dire. Puis étant un expert journaliste ou du moins fin connaisseur de ce sujet-là, tu dois avoir des vertes puis des pas mûres. Ouais. Et en même temps aussi, je peux comprendre la position des gens, parce que d'abord, et je sais, je vais te devancer sur une question, parce que c'est toujours la même, on est toujours un peu au même niveau. C'est, oui, mais Monsieur Page, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au paranormal? Donc, pour moi, l'intérêt dans le paranormal débute en 1976. On est le 13 juillet 76. Je reviens d'un petit village. Là, je vais te raconter l'histoire. Oui. J'ose croire que toi et tes auditeurs ont déjà acquis la certitude que je suis un individu équilibré. Donc, avant de s'engager dans cette histoire... On a mis les bonnes bases. On a mis les bonnes bases, donc on est encadré. Donc, on est le 13 juillet 1976. Je reviens d'un petit village qui est tout près de la frontière américaine qui s'appelle Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. C'est sur la route 223. Pour placer un peu dans le contexte, la route 223, on est dans un petit village, une région très rurale, puis c'était encore pire dans les années 70, là. Bon, depuis, il y a 30 maisons qui ont été construites dans le village, à l'époque, Et, c'est une route rurale qui relie Saint-Paul de l'Île-aux-Noix à d'autres municipalités, là, un peu plus au nord, comme Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est là que j'habite à l'époque. Donc, j'ai passé, évidemment, on est dans un autre univers, là. C'est les années 70, j'ai 13 ans, j'ai passé ma journée avec des amis, et je reviens à la maison en faisant de l'autostop. Et je prends quelques secondes pour bien décrire le théâtre de l'événement parce qu'il est important dans cette vision-là. Donc, on a le centre du village qui est relativement éclairé avec quelques réverbères
qui éclaire le centre du village. Mais dès qu'on marche en dehors de cette zone éclairée, on se retrouve le long de ce chemin rural qui mène à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, on a simplement le chemin asphalté, on a du gravier de chaque côté et de très profonds fossés et des champs qui sont des champs agricoles ou des champs là, en jachère qui sont laissés à l'abandon en l'attente d'une prochaine culture. Donc, ce jour-là, après avoir passé la journée avec des amis, je me retrouve dans le cœur du village, le long de la route 223, et je marche en direction de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est à peu près 22 heures. C'est l'été, hein, 13 juillet, c'est une belle journée d'été, légèrement venteux. Je te raconte ça et je revois l'événement. Et c'est important de dire aux gens qui nous écoutent que l'événement que je vais te raconter, il est plus court que le narratif que je vais t'en faire. Tout l'événement s'est tenu dans 1 minute. Et pourtant, ça me prend 10 minutes de le raconter, mais ça tient dans 1 minute. Ouais, ça se passe vite, là. Ah ouais, alors que je sors du village, je me trouve dans une zone qui est moins éclairée. Donc, les réverbères là, sont distancés de 20 ou 30 mètres chacun. Là. Et on réinvente pas la roue. Là. Quand une voiture arrive, on tend le pouce, puis bon, on espère que le conducteur va s'arrêter. À un moment donné, je suis à la sortie de la zone éclairée, donc dans une région, là, dans un secteur qui est très sombre. Une voiture arrive, je tends le pouce. La voiture, en arrivant à ma hauteur, est-ce que le chauffeur me voit au dernier moment? Est-ce qu'il a voulu m'effrayer en donnant un coup de volant? Est-ce que j'étais trop sur la chaussée à son goût, puis il a voulu me signifier de « tasse-toi dans le gravier ». Mais quoi qu'il en soit, à l'époque, dans les années 70, on avait ce qu'on appelait des voitures à propulsion, là, traction arrière. Hein. Donc, la voiture arrive à ma hauteur, le chauffeur donne ce fameux coup de volant. Donc, je fais un pas de recul, la voiture se cabre un peu et les roues arrière se retrouvent dans le gravier. Donc, la voiture dérape, les roues dans le gravier, elle se met à glisser dans ma direction. Je suis convaincu que la voiture va m'atteindre à ce moment-là. Et comme je ferme les yeux au moment d'attendre le moment de l'impact, j'ai l'impression d'être soulevé du sol. Et là, quand je rouvre les yeux à nouveau, je vois la voiture qui passe sous mes pieds. J'ai littéralement l'impression de flotter à 2 mètres du sol. Et je me rappelle, c'est un détail anodin, mais quand même amusant, je me rappelle, j'ai bougé mes pieds. Hein, j'étais dans l'air, puis j'ai bougé mes pieds. Je me disais, c'est quand même incroyable ce qui se passe là. C'est comme si la gravité n'existait plus. Donc, la voiture passe. Et immédiatement après que la voiture est passée sous mes pieds, j'ai basculé vers l'avant. Je suis pas tombé, mais j'ai tendance à comparer ça un peu. Si vous allez au Cirque du Soleil, vous voyez les pratiques des trapézistes, ils ont des harnais. Et donc, j'avais cette impression comme si un harnais me tenait à la taille. J'ai basculé vers l'avant et je suis tombé ou on m'a déposé dans le fossé. Le temps de me relever, je vois la voiture sur la chaussée qui a repris son aplomb. Je vois les lumières arrière et elle continue dans l'obscurité. Le chauffeur a-t-il vu ce qui s'est passé? Le chauffeur a-t-il décidé de continuer en croyant qu'il m'avait happé? Puis là, dans ce cas-là, il s'agissait d'un délit de fuite. Mais peu importe, la voiture a continué son chemin. Et alors que j'en suis à réfléchir aux dernières secondes qui viennent de s'écouler, je me dis, c'est quand même incroyable. J'ai l'impression de ne plus être seul dans mon fossé. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de moi. Et le temps de réfléchir à ça, là, il y a toutes sortes de petits éléments là, que je me rappelle. Par exemple, je n'entendais plus le vent. Hein. Juste avant, appelons ça l'accident, juste avant l'accident, j'entendais le bruit du vent dans les branches. Hein, Là, j'entendais plus rien. C'était comme si j'étais devenu sourd. C'est fou. Et là, j'ai comme cette impression de présence autour de moi. Et comme je me dis, c'est curieux, on dirait qu'il y a des gens que je ne vois pas. Je sens des mains qui m'agrippent. Des mains qui vont m'agripper. Ils vont d'abord me coucher dans le fossé, face contre terre. Il y a des mains qui m'agrippent autour des épaules et d'autres mains qui me saisissent à la hauteur des chevilles. Et là, on me soulève du sol et on m'amène dans le champ qui est je dis souvent un champ de blé d'Inde, là, mais en fait, c'est un champ qui est en jachère, un champ en friche. Donc, on m'amène dans le champ. J'ai pas l'impression de flotter, hein, je suis à peu près à 45 cm au-dessus du sol. OK. OK, fait que c'est des petites personnes, ouais. mettons. Donc, j'ai pas l'impression de flotter comme si j'étais sur un tapis volant, là. Il y a vraiment un mouvement d'oscillation de haut en bas, comme si quelqu'un marchait en me transportant. Et je suis comme paralysé parce qu'il y a cette force qui me tient à la hauteur des bras, des avant-bras, et d'autres mains qui me semblent me saisir les chevilles. Et on fait peut-être 2 ou 3 mètres dans le silence total. Je peux bouger ma tête, mais je ne vois strictement personne. Il y a
personne. Et là, j'entends une première voix, qui est la voix qui tient mes chevilles, la personne, mon agresseur aux chevilles, qui lui dit, dans un français québécois, sans accent, qui dit « On va le tuer, on va le tuer ». Et je l'entends auditivement. C'est pas la télépathie, les extraterrestres qui me parlent. J'entends cette voix-là très auditive qui dit « On va le tuer, on va le tuer ». Et là, j'entends une autre voix, comme s'il y avait un éclaireur devant le groupe qui lui répond « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur ». Et ils vont reprendre ces phrases-là, toujours le même discours, ils vont le répéter plusieurs fois. Okay. Et puis, à un moment donné, j'ai peut-être franchi quand même une assez bonne distance, je dirais peut-être une trentaine de mètres dans le fameux champ en question. Et là, on me pose sur le sol. Je sens une pression entre mes omoplates. Donc là, je m'attends à recevoir un coup sur la tête ou quelque chose comme ça. Je suis terrifié. Là, oui, c'est ça, la réaction. Là, permets-moi de te couper une minute, mais en mode figé. Oui, oui. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends. Et là, je m'attends à recevoir un coup sur la tête ou quelque chose comme ça, et tout s'arrête. En même temps, j'entends à nouveau, est-ce que je prends conscience à ce moment-là ou est-ce que ça se produit à ce moment-là? Mais au moment où là, je suis face contre terre, j'attends ce coup sur la tête, je suis conscient que j'entends à nouveau le bruit du vent dans les arbres. Et là, j'attends, rien se produit, je me retourne, et là, je suis assis à 30 mètres du bas-côté de la route, je vois l'herbe qui a été ouverte sur mon trajet, j'ai perdu une chaussure, mais il n'y a strictement rien. Donc, je me relève et je suis seul. Oh, Cet événement-là, après ça, j'ai marché de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix à Saint-Jean-sur-Richelieu, où je suis arrivé aux petites heures du matin. Mais tout ça pour dire que cet événement-là est devenu, pendant de très, très longues années, c'est l'événement le plus marquant de ma vie. Hein, à preuve, aujourd'hui, on est 50 ans après cet événement-là. Je suis assis avec toi pour encore parler du paranormal. Je raconte encore cette histoire-là. C'est une histoire qui m'a marqué. Et elle a été également l'histoire qui a dirigé ma vie. Hein. Ça a donné une orientation. Parce que dès le lendemain, dans les années 70, bien sûr, je vivais pas sur une autre planète, là. On avait, comme n'importe quel adolescent de 13, 14 ans, on avait vu des séries à la télé, Les Envahisseurs ou des trucs comme ça. On était 2 ans avant la rencontre du troisième type ou Star Wars. On avait des films de science-fiction aussi, La planète des singes. Bon, il y avait tous ces éléments-là. Il y avait tout cet univers de la science-fiction qui existait. Mais pour moi, j'avais absolument aucun intérêt pour ces sujets-là. À l'époque, bon, ça fait un peu macho de dire ça, mais à 13 ans, la seule chose qui m'intéressait, c'était le rock and roll. J'avais une fascination pour Elvis Presley. donc, ce qui m'intéressait, le rock and roll, m'amuser et les filles. C'était ça mon intérêt. Un intérêt d'un adolescent très typique de cette époque-là, des années 70. Aucun intérêt pour le paranormal, si ce n'est le divertissement, la télé, un film de science-fiction, mais sans plus. Donc, le lendemain de cet événement, je me retrouve à la bibliothèque municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, je demande, est-ce que vous avez des livres? J'associais cette expérience-là sans pouvoir lui mettre une étiquette. Il y avait quelque chose qui me disait, ça devait être des fantômes. C'est un peu la vision que j'avais, ça doit être des fantômes. Alors là, j'arrive à la bibliothèque, je dis, avez-vous des livres sur les fantômes? Et là, la préposée me montre un rayon complet. Je m'attendais à voir 3 ou 4 livres sur les fantômes. Et là, je découvre tout un univers qui m'était inconnu. Des dizaines et des dizaines de livres de gens qui racontaient des expériences étranges avec des fantômes, des extraterrestres, la réincarnation. Vraiment un univers excessivement riche et fascinant. C'est un univers qui est fascinant. Et là, je me suis plongé complètement dans cet univers-là. Par un concours de circonstances, à l'époque, faut-il y voir un lien ou non? Là, moi, je n'en vois pas, mais certains en ont vu. À la même époque, donc, je suis seul avec cette expérience. Je ne sais pas ce que je dois en faire, à qui je dois parler de ça. Est-ce que je dois parler de ça? Et là, ce que je m'aperçois, quelques jours après l'expérience, c'est le 13 juillet 76, au début du mois août 1976, donc 3 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, il y a un journal local, l'Hebdo A1 de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui s'appelle le Canada français. Et à la une du Canada français, il y a des gens qui disent phénomène lumineux, ovni. Des ovnis ont été observés pendant 5 soirs consécutifs au-dessus d'une plage de Sabrevois. Pour situer de manière géographique, on a Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, il y a la rivière Richelieu, et de l'autre côté de la rivière Richelieu, c'est Sabrevois.
Et moi, je me dis, c'est vrai qu'il y a 2 semaines qui séparent les 2 événements, mais moi, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, je suis à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, je vis cette expérience-là étrange, et à peu près à la même époque, des gens de l'autre côté de la rivière observent des phénomènes lumineux dans le ciel, de type ovni, même si moi, j'ai pas vu d'ovni, rien de ça, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un lien? Et dans cet article du Canada français, il y avait une adresse, il y avait une association à l'époque qui s'appelait UFO Québec, qui s'intéressait aux questions d'OVNI. C'était un peu l'âge d'or des soucoupes volantes, les années 70. Et on avait ce numéro de téléphone, donc j'ai contacté l'organisme en question. Ouais. J'ai parlé avec un des représentants, parce que l'article disait, si vous avez vu des phénomènes étranges ou vécu des expériences étranges dans la même période, dans ce secteur-là, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc, j'ai dit, voilà, ça s'adresse à moi. Donc, j'ai pris contact avec ces gens-là. J'ai parlé à un type qui s'appelait Claude Macduff, qui représentait l'organisme à l'époque, qui a écrit plus tardivement un livre qui s'appelait Le procès des soucoupes volantes. Un individu qui était très actif dans ce milieu-là, un individu tout à fait extraordinaire, bienveillant. On n'a que des qualités à dire à Claude Macduff. Qui nous manque depuis parce qu'il est décédé. Mais donc, je parle à Claude Macduff. C'est le premier à avoir écouté mon histoire. Je lui ai raconté en détail, comme je te l'ai raconté. Il a été très bienveillant. Et à la fin, il me dit, il n'y avait pas d'ovni dans ton histoire. Je crois pas qu'il y ait un lien entre ce qui a été observé à la plage, à Saint-Brévois, tout ça, mais c'est intéressant. Et il m'a donné la piqûre dans le sens que Claude Macduff m'apparaissait comme celui qui jouait dans la cour des grands. Moi, j'étais un petit cul qui avait 13 ans, qui avait vécu cette expérience-là. Et Claude Macduff faisait partie d'une association. Et à l'époque, UFO Québec, même si on était très pro-ovni, pro-extraterrestre, je sais que les dirigeants, avec les années, ont un peu... on peut tempérer leurs croyances, mais à l'époque, j'avais l'impression qu'il y avait cette communauté de gens avec une formation académique sérieux. C'est un peu l'idée, ce sont des gens sérieux. Et ça m'a donné envie de faire partie de ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis et à tout le reste. Et là, j'ai débordé sur tous les phénomènes. Il faut quand même préciser dans l'histoire de mon expérience, avant que les gens disent « il est complètement fou ». Les gens me posent souvent la question « avez-vous trouvé une explication à ça ?» La réponse est « à moitié ». Et le « à moitié » est le suivant. Et c'est là qui nous amène à, en fait, pourquoi je m'intéresse tant au paranormal. C'est peut-être parce que le paranormal, c'est une fenêtre sur nous, ce que nous sommes, sur ce que notre cerveau est capable de nous faire accroire, et une machine à créer des illusions. Et je m'explique, quelques années après cette expérience de 1976, donc on est au début des années 80, je suis vraiment là, embrigadé dans mon affaire d'extraterrestre. Je ne parle que de ça, mais je devais être une véritable plaie pour mes amis. On parlait que de fantômes et tout le reste. Et puis, au début des années 80, je suis chez moi. C'était le cinéma de fin de soirée. Je me rappelle plus si c'était TVA ou Radio-Canada. Mais on présentait un film qui s'intitulait « Les créatures de l'ombre ». C'était une version française d'un film de 1973 qui s'appelait « Don't be afraid of the dark ». C'est un film dont on a fait au début des années 2000 avec Cathy Holmes. On a fait un remake de ce film-là. Okay. Guy Pearce et Cathy Holmes. On a fait un remake de ce film-là. Mais moi, je parle de la version de 1973. L'histoire, elle est assez banale. C'est un couple qui hérite d'une vieille maison ancestrale. Du côté de la femme, c'est sa grand-mère qui est décédée. Elle lui lègue sa maison. Donc, le couple emménage dans la maison. Ils n'ont pas d'enfants. Ils emménagent dans la maison. Et là, en faisant le tour de la maison, elle constate qu'il y a une chambre au sous-sol où on a emmuré, on a barricadé la cheminée. Et elle trouve ça un peu étrange. Elle dit, voilà, ça ferait une belle pièce, un beau bureau, et pourtant la cheminée a été emmurée. Et elle parle avec un ouvrier qui est sur place, et cet ouvrier, c'est le même ouvrier qui, 30 ou 40 ans plus tôt, au service de la grand-mère, a muré la cheminée. Alors elle lui demande, mais pourquoi avoir muré la cheminée? Puis il lui répond laconiquement, il y a des choses qui sont comme elles sont, puis elles devraient rester comme elles sont. Alors, la jeune femme en question, elle décide, curiosité féminine, faut croire, elle décide d'ouvrir la cheminée. Donc, c'est Kim Darby, je me rappelle, qui était la comédienne. Donc, elle défait le mur de la cheminée. Et là, elle libère dans la maison des espèces de petites créatures qui vivent
soit sous terre, on ne sait pas trop, dans les conduites d'aération de la maison, mais des petites créatures qui ont à peu près la taille de poupées Barbie et qui ressemblent, je dirais, un peu à des Bigfoot. Des Bigfoot en miniature. Ils ont une tête un peu craquelée, un peu avec plein de circonvolutions, comme si leur tête était un cerveau. C'est assez bizarre. Mais là, les créatures se mettent à courir un peu partout. Elle les a libérées. Et l'objectif de ces créatures... Bon, les scénarios de science-fiction dans les années 70, c'était pas extraordinaire, mais bon, le scénario est que les créatures veulent capturer cette femme qui les a libérées de leur piège et de l'amener avec eux dans leur antre. Alors là, elle les voit de temps en temps derrière un rideau, derrière une porte. Elle en parle à son mari qui croit qu'évidemment elle a des troubles émotifs et des hallucinations. Et quand les créatures s'adressent à elle, il y a une séquence. Et c'est cette séquence-là qui va me marquer. Et il y a un moment donné où elle est sous la douche, les créatures sortent, sont cachées dans un placard, ils sortent du placard. Toute petite créature, hein, la taille de poupée Barbie, là. Et l'une d'entre elles tient un rasoir droit, un rasoir coupe-chou, là, comme ceux qu'on utilisait pour trancher des gorges au 19e siècle, ou bien que le barbier utilisait. Donc, on a un rasoir droit, coupe-chou, et il y a une autre créature qui l'accompagne. Et celle qui tient le rasoir, elle dit à sa collègue, elle dit... Je vais la tuer. Et l'autre de répondre, non, on va seulement lui faire peur. Alors moi, je suis devant mon téléviseur, je vois ça. Ça, c'est en 80 là, on est à peu près. 1980-81. On est donc 4 ou 5 ans après Plus l'expérience. tard, OK. Ça ne peut pas être le hasard. T'sais, le verbatim est le même. Même cette espèce de trémolo dans la voix était le même. Quand je t'ai mentionné que les créatures ou les invisibles parlaient d'une voix sans accent, il y avait quand même une espèce de trémolo, comme si ils parlaient en se gargarisant, une espèce de vibrato. Et les créatures dans le film ont exactement le même vibrato, les mêmes mots utilisés, la même intonation. Ça ne peut pas être le hasard. Mm-hmm. Et là, je me dis, mais mon Dieu, comment est-ce possible? À ce moment-là, je suis complètement désarmé par rapport à ce que je vois. Avec les années, j'ai compris, grâce à mes recherches dans l'univers du paranormal, que notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Et il y a un mécanisme qui est peu connu, mais qui s'appelle la cryptomnésie. La cryptomnésie, c'est la faculté de notre cerveau à emmagasiner de l'information à notre insu. Alors, comme le film datait de 1973 et que mon expérience date de 1976, la logique veut que quelque part entre 1973 et 1976, je me sois retrouvé quelque part chez des amis, peut-être même chez moi, où ce film-là jouait à la télé, mais dans une autre pièce qui n'a pas retenu mon attention. Donc, je pouvais être au salon à discuter avec des amis, le film jouait dans la cuisine, mais quelque part, mon cerveau a enregistré cette séquence-là, où les créatures échangent là, sur le plancher de la salle de bain. Et puis arrive l'expérience de 1976, dont on n'a pas toute l'explication, la voiture qui arrive, la période de l'accident, mais quelque part, c'est comme si mon cerveau avait rajouté, était venu colorer cette expérience-là en ajoutant, il y a certainement eu un événement bien réel, mais c'est comme si mon cerveau avait ajouté des éléments imaginaires, puisés quelque part dans mon inconscient pour colorer l'expérience. Mm-hmm. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette expérience-là, mais je sais avec certitude qu'elle n'est pas exactement comme je la raconte. Ce que je raconte, c'est ce que je me souviens, mais je sais aussi que ce que je me souviens a été coloré par mon imaginaire. Puis avec le temps aussi, j'imagine que l'expérience peut être un peu altéré. On est tous, on sait généralement 24 heures après une expérience, notre narratif de l'expérience commence déjà à se transformer. Donc, s'il y avait eu une caméra sur le bord de la route, peut-être qu'on aurait vu une expérience bien différente de celle que je t'ai racontée. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que ce que je raconte, c'est ce que je crois, moi, factuellement, ce qui s'est produit. Mm-hmm. Alors que, en même temps, je sais que ça ne peut pas être la réalité, qu'il y a forcément des éléments imaginaires qui sont venus s'ajouter. Et ça, pour moi, ça a été une grande révélation, parce que ça nous fait prendre conscience qu'il ne faut jamais prendre le témoignage de manière factuelle. Les gens qui nous racontent des histoires, ils racontent des histoires qu'ils croient être vraies. Moi, je te dirais, en 50 ans, les gens qui m'ont raconté des histoires dans le but de me tromper,
Je pourrais les compter sur les 10 doigts de ma main. Les gens, généralement, racontent des histoires qu'ils croient être la réalité. Mais, puis ça, c'est amusant, parce que les amateurs qui s'intéressent au paranormal m'accusent souvent de dire « Ah, oui, mais Christian Page ne respecte pas les témoins. » On confond, là, ici. Ne pas respecter le témoin et ne pas adhérer à ses croyances, c'est deux choses différentes, là. Moi, quand un témoin me raconte quelque chose, je le respecte. Mais si lui croit qu'il est enlevé par des extraterrestres, je suis pas obligé de le suivre sur ce terrain-là. Ça veut pas dire que je ne le respecte pas. Mais mon travail à moi n'est pas de me faire des amis ou de devenir ami avec le témoin. Si je veux des amis, j'irai chez Jean Coutu. Hein, je suis pas là. Bon, donc je suis pas. Mais je le respecte. Le témoin me raconte une expérience qu'il croit être la vérité et il ajoute sa propre croyance. Hein. Bon, c'était des extraterrestres. Moi, mon travail comme enquêteur, c'est de dire, OK, voici ce que le témoin me raconte et qu'est-ce que je peux vérifier là-dedans. Et bien souvent, on se rend compte que le cerveau est une machine à créer des illusions. Et plus on est loin, plus on s'éloigne de l'expérience, plus des éléments du quotidien vont venir s'ajouter et colorer l'expérience. Notre cerveau, il est comme ça. Puis c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, puis c'est vrai pour tous les gens qui nous écoutent. On a une tendance à surestimer nos capacités à se rappeler quelque chose. Hein, les gens disent « je me rappelle de ça comme si c'était hier ». Hier, déjà, c'est très, très loin pour le cerveau. Et le cerveau, faut se rappeler que le cerveau humain a des facultés qui sont très primaires. Pour mon cerveau, là, lui, là, ce qui est important pour lui, c'est de me nourrir, puis de me reproduire, puis de me garder en vie. Ça, c'est les 3 éléments que mon cerveau doit continuellement veiller. Donc, lui, qu'est-ce que j'ai regardé dans le ciel? C'était 2 lumières rouges ou 3 lumières vertes ou une jaune, puis une rouge, puis une verte. Il n'y en a rien à cirer. Donc, à partir du moment où j'ai observé quelque chose dans le ciel, en fonction de mes croyances, en fonction de mes attentes, en fonction du temps qui s'écoule, en fonction des conditions d'observation, mon cerveau a enregistré l'information et me renvoie cette information comme un tableau que je regarde. Mais ce tableau-là n'est peut-être pas la réalité et je n'ai aucun moyen de le savoir. Et ça, les gens se rendent pas compte de ça. C'est vrai pour les autres, mais c'est pas vrai pour moi. Moi, je m'en rappelle. Moi, je le sais, ce que j'ai vu, c'était comme ça. Mais en réalité, c'est pas vrai. Le cerveau nous renvoie un tableau comme un film. On regarde ce film-là et on n'a aucun moyen de savoir dans quelle mesure ce film-là correspond à la réalité. Et c'est pourquoi, dans ce type de témoignage, dans le domaine du paranormal, il est si important d'avoir des preuves matérielles. Mais ça doit être difficile d'avoir des preuves matérielles. Et souvent, les preuves matérielles, là, c'est amusant parce que aussi, les preuves matérielles, on se rend compte, on a 2 positions. La position du complot et la position de la science. On regarde, quand on a des preuves matérielles, on constate que les preuves matérielles sont rarement à la hauteur du récit du témoin. OK. Par exemple, le témoin dit j'ai vu un ovni, c'était fantastique, ça allait très vite, c'était lumineux, puis j'ai pris mon téléphone portable, je l'ai filmé. OK. Et là, on regarde le film. On a une petite lumière qui clignote au loin, qui pourrait être un avion. C'est rien du tout, là. Oui, mais c'est pas ça que j'ai vu. Le film ne rend pas justice à ce que j'ai vu. Non. Le film, c'est la réalité. Il ne rend pas justice à ce que ton cerveau a voulu te faire croire. C'est ça, la réalité. Donc, c'est pourquoi les gens vont préférer s'en remettre à leur mémoire qu'à la preuve matérielle, parce que la preuve matérielle, elle est souvent beaucoup moins éloquente que la réalité. C'est plate à raconter. J'ai vu une petite lumière qui clignotait au loin. mais c'était pas comme ça. Donc, mais malheureusement, puis on peut toujours faire un procès à la science. On peut toujours se dire, la science, elle n'est pas parfaite. Mais c'est un outil qui nous rapproche, c'est un outil qui nous permet de bien cerner la vérité. Puis c'est le meilleur outil que l'on a. Même si on peut faire beaucoup d'erreurs, et à ne pas confondre science et scientifique, hein, la science, elle est sans émotion. Elle n'est pas là pour te faire la promotion des petits hommes verts ou des pas petits hommes verts. Elle regarde froidement les faits. On peut comprendre que les scientifiques, eux, parfois peuvent être motivés par des croyances, motivés par des préjugés, puis là, ça peut un peu colorer leur jugement. Mais la science elle-même est essentiellement un outil. Et cet outil-là, malheureusement, quand on l'applique aux phénomènes paranormaux, on se rend compte que les preuves qui supportent une réalité exotique, pas qui supportent les faits,
hein, parce que les expériences dites paranormales, elles sont généralement vraies dans la mesure où il y a un véritable stimuli. La personne n'a pas imaginé qu'il y avait des lumières dans le ciel. Il y avait des lumières dans le ciel. Mais la façon dont son cerveau lui renvoie ce qu'il a observé est un peu différent de la réalité. Et si on se réfère à la réalité, il pourrait s'agir d'un avion, il pouvait s'agir d'un ballon sonde, il pouvait s'agir d'un drone. Mais pour des raisons X ou Y, les conditions d'observation, les croyances du témoin, son attente, hein, il pense qu'il voit un ovni, donc ça doit être fantastique, donc l'image devient plus fantastique. Elle s'enregistre plus fantastique dans sa mémoire qu'elle ne l'est en réalité. Et donc, on a ces outils-là, on essaie de regarder. Mais moi, là, je sais que je t'ai pas laissé beaucoup d'espace pour on n'est pas là pour m'écouter moi, c'est pas moi l'expert. Concerne, et ça, c'est un peu ma position à moi, mon leitmotiv. Puis c'est assez curieux parce que j'ai l'impression d'être un peu seul dans mon univers. Moi, je n'ai pas un agenda. Moi, je vais le dire crûment, là, mais j'en ai rien à cirer que le surnaturel existe ou pas. S'il existe, tant mieux. Puis s'il n'existe pas, tant mieux aussi. Parce que quand j'enquête sur un phénomène, puis notamment un phénomène paranormal, l'explication qui m'est proposée, si elle est d'ordre surnaturel ou s'il y a absence d'explication, je suis tout aussi satisfait que s'il y a une explication. C'est-à-dire, moi, je veux avoir la vérité. Donc, je me tourne, je regarde des scientifiques, des neuroscientifiques, je dis, écoute donc, des expériences de mort imminente, est-ce que c'est vraiment une vision de l'au-delà? Et là, les scientifiques me disent, ah, ça se peut, on l'exclut pas, mais tu as plus de chances que ce soit une espèce de mécanisme à l'intérieur du cerveau qui produit une forme d'hallucination pour altérer l'aspect anxieux de la mort, parce que notre cerveau, notre corps sait qu'il meurt. Donc, il crée une espèce d'état euphorique, il va envoyer différentes substances, des neurochimiques à travers notre corps, pour un peu nous mettre un peu sur le buzz, pour dire, hey, wow, c'est fantastique, c'est merveilleux. Il y a plus de chances que ce soit ça. Mais moi, cette explication-là, elle me convient tout à fait. Je veux la vérité. Et là, quand je pose aux scientifiques, oui, mais les gens qui vivent une expérience de mort imminente, souvent, le dernier récit qu'ils font, c'est ils ont vu leur vie défiler devant leurs yeux. Et là, les neuroscientifiques me répondent, oui, mais on croyait longtemps avant que quand le cerveau mourait, c'était comme, il mourait de manière globale. Hein? C'est un peu comme pas un thermostat, mais un rhéostat de lumière. On tourne, puis toute la lumière s'éteint. On sait maintenant que le cerveau ne s'arrête pas de cette manière-là. Notre cerveau est compartimenté, et lorsqu'il meurt, lorsqu'il commence à manquer d'oxygène, il y a des zones qui vont demeurer vivantes et actives plus longtemps que d'autres. Et la zone qui demeure la plus longtemps active, c'est une zone sur le côté qu'on appelle la zone de Broca, et c'est là qu'est emmagasinée notre information autobiographique. Donc, comme c'est la dernière partie de notre cerveau à s'éteindre, c'est pas étonnant que les gens qui vivent des expériences de mort imminente disent « La dernière chose que je me rappelle, c'est des visions d'images autobiographiques. » Bien sûr, puisque c'est la dernière partie active du cerveau avant le décès. Et ces explications-là, je les trouve mais fantastiques. Pour moi, là, cette idée-là, que ce soit qu'elle soit d'ordre surnaturel ou qu'elle soit d'ordre neurologique ou scientifique ou astronomique, je me réjouis de la vérité. À chaque fois, c'est de me réjouir de cette vérité-là. Et j'ai même de la difficulté à comprendre pourquoi je suis le seul à penser comme ça. Mais je pense que c'est ça que les gens ont de la misère à concevoir, parce que souvent, on va associer expert ou fan de paranormal, d'événements surnaturels à quelqu'un qui s'en tient seulement à ses faits à lui, tu sais, à ce qui est arrivé, ce qu'il se rappelle d'avoir vu. Alors que là, on est comme confronté à un expert qui, OK, a un parcours qui est académique, qui a une formation en journalisme, qui fait des recherches, qui investigue, puis qu'au final, qui est juste à la recherche de la vérité. Je pense que c'est ça que les gens comprennent pas. Oui, et c'est amusant que tu me dises ça, parce que ça fait 50 ans que je répète le même message, puis j'ai l'impression qu'il passe pas. Hein? D'un côté, on a les sceptiques qui m'accusent d'être un trop croyant, et d'un côté, les trop croyants qui m'accusent d'être trop sceptique. Mais en réalité, ce débat-là m'intéresse pas. Moi, je suis pas pour ou contre les extraterrestres, je suis pour la vérité. Si demain matin, on arrive avec une preuve, on a des extraterrestres, je vais m'en réjouir. Mais jusqu'à maintenant, cette preuve-là, elle n'est pas là, et la preuve est plutôt que les gens ont tendance
à colorer des récits qui sont au départ vrais, mais qui sont colorés soit pour répondre à différentes attentes ou parce que c'est leur croyance. Il y a toutes sortes de mécanismes. On peut pas décanter le paranormal de manière très simpliste. En ce sens, bon, d'abord, quand on parle de paranormal, il faut bien s'entendre qu'on a 2 niveaux de paranormal. On a d'abord le niveau que je dirais populaire et populiste. Ça, c'est le niveau qu'on voit à la télévision dans des émissions de télé, chasseurs de fantômes et tout le reste. Bon. Ça, c'est l'aspect populaire et populiste. Le niveau de science là-dedans, c'est 0. On s'entend bien, là, c'est là pour faire du divertissement, on nous présente ça, puis là, les types ont beau avoir des appareils puis des gadgets, ça sert strictement à rien. Disons-le tout de suite, il n'y a pas d'appareil qui permet de détecter l'au-delà puis de savoir si des fantômes existent. Ça n'existe pas, ça. C'est des appareils qui clignotent puis qui donnent, je viens de donner l'exemple du K2. Hein. Ça, c'est assez amusant, parce que ça, c'est l'appareil, je dirais, c'est le Saint Graal des chasseurs de fantômes. C'est un petit appareil qui détecte les variations des champs électromagnétiques. Donc, les chasseurs de fantômes amènent ce K2-là, puis ils se promènent dans une maison, puis ils disent « Hey, voilà, l'aiguille sautille ou les petites lumières clignotent. » Puis là, ils parlent. Hein. « Oui, esprit, es-tu là? » Puis les lumières clignotent. « Oh! » Ils me répondent. Cet appareil-là, pour eux, ça devient une espèce de détecteur de fantômes. En réalité, cet appareil-là, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Et c'est assez amusant parce que si tu vas sur le site www.équipementfantôme.com, cet appareil-là, on va te le vendre 50 $. Mais si tu vas chez Renault Dépôt, tu demandes simplement un détecteur de champs magnétiques, ils vont te le vendre 8,95. Parce que ça fait partie de la boîte à outils des électroniciens. On se rappelle, c'est moins évident aujourd'hui, mais on se rappelle, il y a quelques années, on pouvait pas allumer notre téléphone portable dans un hôpital. Puis encore aujourd'hui, dans des avions, hein, on nous dit mettez votre appareil portable sur le mode avion. Pourquoi? Parce que nos appareils portables émettent des ondes électromagnétiques et ces ondes électromagnétiques peuvent entrer en conflit avec des appareils qui sont déjà installés sur place. Le fameux K2, là, avant de tomber dans la boîte à outils des chasseurs de fantômes, il était dans la boîte à outils des électroniciens. Parce que quand on installait des moniteurs dans des hôpitaux, une fois qu'il est installé, bien gainé, mis en terre, on voulait s'assurer que l'appareil donnait réellement le rythme cardiaque de Madame Urtibise et pas finalement le rythme cardiaque de Monsieur Lanctot dans la chambre voisine. Hein? Donc, on voulait s'assurer que l'appareil était bien calibré. Donc, on utilisait cet appareil-là pour s'assurer qu'il n'y avait pas de variation, que le système était stable. Et là, tout d'un coup, mais des variations du champ électromagnétique, il y en a partout. Hein. Au moment où on se parle, ici, nous, on fait cette émission-là, mais je suis certain que si tu sortirais ton téléphone portable... C'est ça sort tu recevrais un signal, tu comprends? Tu peux recevoir des courriels, tu peux recevoir des textos sur ton téléphone pendant qu'on fait cette émission-là, même s'il est en mode silence. Au moment où on se parle, ici, il y a des ondes des ondes hertziennes qui traversent la pièce, qui sont des échanges radio, les ondes de la télévision. On est entouré, donc des variations du champ électromagnétique, il y en a partout. Et même si tu es dans un bâtiment qui est abandonné, qui n'a pas de système électrique, et là, ça nous montre encore une fois l'ignorance souvent de ces gens-là. Oui, mais j'ai capté des variations d'un champ magnétique dans une maison abandonnée où il n'y a pas de système électrique. Ça n'a pas de rapport. Si tu vas au milieu d'un champ, dans le désert du Sahara, tu vas enregistrer des variations dans le champ électromagnétique parce qu'il y en a partout. Et dépendamment de comment on se place, dépendamment des objets que l'on a sur nous. Moi, j'ai vu des chasseurs de fantômes se balader avec leur K2 dans une maison abandonnée, mais avec leur téléphone portable dans leur poche. Ça s'aide pas bien, là. Bravo, mon champion. Bon. Et ça, on voit ici cette ignorance-là de ces gens-là. Ils connaissent pas bien ce qu'ils utilisent. Donc, c'est pourquoi on doit s'en remettre à la science, puis on doit faire un travail. Mais ces gens-là, ils font partie de ce que moi j'appelle, c'est la science populaire et populiste. C'est ce que les gens veulent voir à la télé, ça nous fait rêver, c'est au pays du monstre du Loch Ness, les licornes et tout le reste. Et puis on a un niveau plus sérieux qui est au-dessus, qui est le milieu, appelons-le l'université invisible. Donc ce sont généralement des gens qui ont de solides formations académiques, mais qui, comme moi, comme plein d'autres, s'intéressent aux phénomènes paranormaux. Évidemment, ils ne le crient pas sur les toits, hein, parce qu'on ne veut pas qu'il soit pointé du doigt. Parce que c'est mal vu, je pense, un peu quand même. Oui, c'est sûr que le paranormal a mauvaise presse.
Mais quand même, ces gens-là font un travail très sérieux. Et la grande problématique, c'est que dans le travail sérieux qu'ils font, ils publient, parce que c'est un peu la règle de la science. Moi, je me rappelle, on disait aux scientifiques, tu publies ou tu meurs. C'était comme, il n'y a pas de possibilité autour de ça. Ou soit que tu publies ou tu meurs. Donc, les scientifiques qui font ce genre de travail-là le font souvent dans des laboratoires avec des collègues scientifiques. Et ils appliquent un protocole scientifique, ils appliquent des règles. Et l'une des règles dans la science, il faut toujours se rappeler que la science, elle n'est pas émotive. Les chasseurs de fantômes sont émotifs. Ils veulent que le fantôme existe. Ils ont un lien émotif avec le fantôme. On pourra revenir sur toute la motivation de ces gens-là, mais ils ont un lien émotif. Le scientifique qui étudie le cancer n'a pas un lien avec le cancer. Il a fait un traitement, ça marche ou ça marche pas. Il n'y a pas de lien émotif avec le cancer. Et dans le domaine du paranormal, les scientifiques qui ont fait des recherches le font en vase clos avec des collègues. Souvent, ils appliquent les règles de la science et les résultats qu'ils obtiennent, ils les publient dans des périodiques scientifiques. Et c'est là qu'on a un problème, parce que qui lit les périodiques scientifiques? D'abord, les périodiques, un abonnement aux périodiques scientifiques, c'est très coûteux. Même des universités doivent faire un choix économique pour dire, on ne s'abonnera pas à Nature, mais on va plutôt s'abonner au Scientific American. Donc, on fait des choix comme ça, des choix qui sont purement économiques. Et ensuite, qui lit les périodiques scientifiques? À part des gens de haut niveau, une certaine élite, ces articles-là ne vont pas percoler chez le public en général. Et il y a malheureusement pas beaucoup de journalistes. Moi, à part moi, là, au Québec, là, je connais aucun journaliste qui lit les périodiques scientifiques, qui vulgarise ce qu'il trouve dans les périodiques scientifiques pour faire des chroniques à la radio ou à la télé pour donner cette information-là aux gens. Donc, c'est un peu mon leitmotiv d'être cette courroie de transmission pour amener l'information. Mais souvent, cette information-là, qui est faite dans des conditions rigoureuses scientifiques, qui apportent des informations nouvelles, mais pas forcément surnaturel, mais qui jette un regard plus critique sur ce que nous sommes, nos fonctions cognitives. Les sciences cognitives, au cours des 20 ou 30 dernières années, ont révolutionné notre perception du monde des fantômes. Mais les chasseurs de fantômes ne le savent pas. Non, c'est ça, ils sont pas informés. Ils sont pas informés, ils lisent pas les périodiques scientifiques. Et comme ils ne les lisent pas, si on leur propose cette explication-là, une réponse qui est basée sur notre perception cognitive, ils diabolisent la science. Les scientifiques savent pas de quoi ils parlent, c'est des imbéciles. Moi, qui a même pas un secondaire 5, qui travaille dans un restaurant de gastronomie rapide, moi, je suis mieux que le scientifique qui travaille dans un laboratoire de neurosciences. Bah, c'est fantastique. Je connais mieux la physique que les physiciens qui travaillent au Grand Collisionneur de Hadron. C'est fabuleux. Tu sais. Je dis souvent en boutade, dans l'univers du paranormal, vous seriez étonné de voir le nombre de gens qui sont capables, qui nous proposent de réécrire toute l'histoire de l'univers, mais qui sont incapables d'épeler le mot galaxie sans faire une faute d'orthographe. Donc c'est bon. Donc c'est bon. C'est un peu cette problématique-là. Donc moi, je fais ça. C'est ces deux niveaux-là. Moi, je suis en quête de vérité. J'ai pas une vérité en particulier qui m'intéresse. Et surtout, j'ai pas un lien émotif. Aujourd'hui, je dis, voici l'état de la science par rapport au phénomène de fantôme ou de poltergeist. Si demain matin, de nouvelles expériences viennent contredire cette recherche-là, ben, j'ai aucune motivation à ne pas le dire. Alors, on a dit ça, puis on s'est trompé. Je me rappelle, par exemple, dans l'univers du paranormal, on a beaucoup focalisé dans les années 90 sur ce qu'on a appelé l'hypothèse environnementale. Ça, c'est très intéressant. On se disait, bon, les gens voient des fantômes dans des maisons hantées. Bon, qu'est-ce qui fait que les gens voient des fantômes? Donc, il y avait des gens qui disaient, ben, les revenants reviennent de l'au-delà parce qu'il y a encore quelque chose à faire. OK, parfait. Il y a encore quelque chose à faire. Mais les scientifiques avaient proposé une autre approche. On avait remarqué dans certains cas qu'il y avait dans les lieux en question soit de fortes variations dans les champs électromagnétiques, soit parce qu'il y avait des lignes à haute tension à proximité ou des rivières souterraines, ou encore qu'il y avait des champignons, notamment dans les systèmes d'aération. La moisissure. Ou bien encore qu'il y avait un mécanisme sur place qui produisait des ondes à très basse fréquence. Et là, on sait que des ondes à très basse fréquence, même si elles sont inaudibles à l'oreille humaine, elles nous agacent. Et éventuellement, elles nous agacent à un point tel qu'elles peuvent entraîner des problèmes cardiaques et également des problèmes qui vont aller vers l'hallucination auditive et l'hallucination visuelle.
Donc, les scientifiques ont dit, ben voilà, ça c'est l'hypothèse environnementale. Est-ce que dans ces lieux-là, ces éléments-là ne seraient pas contributifs à faire que des gens croient éventuellement que la maison est hantée parce qu'ils se sentent pas bien, ils ont des sensations de présence et ça peut aller jusqu'à des hallucinations auditives et des hallucinations visuelles. Aujourd'hui, cette hypothèse-là a tenu le haut du pavé. Là, à la fin des années 90, début des années 2000, elle tenait le haut du pavé. Mais d'autres chercheurs ont mené des recherches à partir de ces théories environnementales pour découvrir que c'est pas exclu, mais il faut autre chose. C'est insuffisant. Simplement dire, il y a des champignons dans les conduites d'aération ou qu'il y a des basses fréquences, c'est insuffisant pour prétendre que toute une communauté de gens qui visitent un lieu vont dire ce phénomène-là, on est en présence d'un phénomène de hantise. Il faut trouver autre chose. Ça se peut qu'il y ait réellement des revenants, on n'en est pas encore là, mais on doit tempérer. Et c'est ça qui est merveilleux de la science, c'est qu'on n'a pas un lien émotif par rapport à ça. Moi, j'avais pas un lien émotif avec la théorie environnementale. À la fin des années 90, début des années 2000, quand je faisais des conférences, je la proposais comme étant un peu ce qui avait l'assentiment de la communauté scientifique de l'époque. Aujourd'hui, en 2025, de nouvelles recherches sont venues tempérer. Ils l'ont pas exclu, mais ils sont venus mettre un bémol sur ça. Donc, on continue de faire d'autres recherches. Les recherches, notamment sur les sciences cognitives, ont réellement bouleversé notre vision qu'on avait sur les phénomènes de hantise et de fantômes. Oui, puis je pense que ça vient expliquer plein d'affaires. Puis si je me trompe pas, tu me diras si ma statistique est pas bonne, mais je pense que c'est seulement 5% des phénomènes paranormaux pour lesquels on n'a pas vraiment d'explication claire. Tout à fait. C'est ça, hein? 95% des phénomènes qu'on retrouve dans la littérature ou à la télévision, dans des documentaires, 95% de ces phénomènes-là, et ça c'est important que les gens le retiennent, sont faux ou déformés. OK. En fonction soit de l'auteur, soit du réalisateur du documentaire qui veut t'amener à croire quelque chose. Ouais. Il y a que 5% à peu près de l'ensemble des phénomènes paranormaux qui sont rapportés, qui ont été vérifiés, qu'on peut dire ça c'est à peu près certain, l'événement s'est produit tel qu'on le raconte et pour lequel on n'a pas d'explication. Donc le 95%, il est faux ou complètement déformé et dans bien des cas, ça c'est assez amusant parce que mais ça, c'est le propre de l'être humain. On aime, faut jamais négliger ce que l'on est. On est des humains et on aime imaginer un monde enchanté. Eh oui. Donc, je dis souvent, au Québec, on a une devise, je me souviens, où on dit, il y a une mémoire collective. Je dis, dans l'univers du paranormal, c'est un oubli collectif. Il y a plein de phénomènes qu'on retrouve aujourd'hui en 2025 qui continuent de faire la manchette, qui continuent d'être discutés. Et ces phénomènes ont été expliqués 1000 fois au cours des 20-30 dernières années. C'est juste qu'on s'y attarde pas, donc on continue à frapper ce clou. On ne veut pas accepter qu'on ait une explication. Tu sais, c'est un peu comme, on a une explication, mais on va laisser retomber la poussière, puis dans 2 ou 3 ans, on va la ressortir. Les gens vont avoir oublié qu'on avait trouvé une explication et on est bon pour un nouveau tour de piste. C'est un peu triste, mais en même temps, ça explique bien notre volonté de croire à cette idée du surnaturel. Puis il y a parfois aussi des besoins économiques. Je dis, on peut prendre un exemple assez simple. Le Loch Ness en Écosse, tout le monde a entendu parler de l'histoire. Il y aurait une créature fabuleuse dans les eaux du Loch Ness. En 2018, il y a un scientifique de l'Université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, qui est allé au Loch Ness et qui a fait à peu près 500 prélèvements d'eau dans le Loch Ness, mais principalement 250 au niveau de ce qu'on appelle la baie d'Urquhart, qui est l'endroit de prédilection des apparitions du monstre. Et ces échantillons devaient être destinés à faire une analyse qu'on appelle de l'ADN environnemental. Il faut savoir que toute espèce animale contamine son milieu, son environnement, des excréments, l'urine, des particules de peau. Et donc, si on analyse, on fait un tableau de l'ADN qu'on retrouve dans un environnement donné, on peut déterminer quelles sont les populations animales qui y habitent. Donc, Neil Gemmell, qui est un spécialiste de l'ADN environnemental à l'Université d'Otago, a décidé d'établir un profil génétique des espèces vivant dans le Loch Ness. 2018, il fait ses prélèvements. 2019, il publie. Et sa publication, c'est il n'y a pas d'animal inconnu dans le Loch Ness. Donc, pas de survivant de la préhistoire. Il n'y a même pas, d'ailleurs, il y avait une hypothèse qui avait été proposée par des scientifiques qui a trouvé finalement qui était caduque. Certains scientifiques avaient évoqué, parce que
une différence entre croire le témoin et adhérer à ses croyances. Hein? C'est un monde entre les deux, respecter le témoin. Donc, quand les gens disent « j'ai vu quelque chose de gros », les scientifiques disaient « bon, OK, il a vu quelque chose de gros dans le Loch Ness ». Mais avant de croire un monstre, une des hypothèses qui avait été proposée, c'est qu'on avait des esturgeons de la Baltique qui étaient dans la mer du Nord, qui pouvaient remonter par le canal calédonien, aller frayer dans le Loch Ness et retourner en mer après. Donc, on comprend que comme le plus gros poisson qu'il y a dans le Loch Ness est une variété de saumon qui fait à peu près 1 mètre de long, on peut comprendre que si on est un pêcheur ou un riverain, puis on voit une espèce de gros dos qui traverse la surface de l'eau puis qui fait 2 mètres de long, bon, si c'est le monstre. Donc, l'une des hypothèses, c'était qu'on avait des espèces exogènes qui venaient d'ailleurs, qui montaient dans le Loch Ness. Certains ont même proposé des requins ou des baleines qui pouvaient venir dans le Loch Ness avant de retourner dans l'océan. Et les travaux de Neil Gaiman en 2019 ont rendu complètement caduque cette hypothèse-là. Il y a strictement aucune espèce, exogène dans le Loch Ness. Pas d'orque, pas de requin, pas de saumon de la Baltique, rien de ça. Il y a rien de ça. Et il n'y a pas non plus un animal survivant de la préhistoire, il n'est pas là non plus. Ce que Neil Gaiman a démontré, toutefois, c'est que la concentration d'ADN d'anguilles était très élevée. On savait qu'il y avait des anguilles dans le Loch Ness, mais l'ADN semble démontrer que les populations sont plus grandes qu'on le croyait. Et donc, il émet l'hypothèse que 2 ou 3 anguilles qui nagent l'une derrière l'autre à la surface du Loch Ness pourraient créer une espèce de remous dans l'eau, donnant l'impression d'un serpent de mer. Mm-hmm. Ça vient tuer un peu le mythe du monstre du Loch Ness. Absolument. Mais le monstre du Loch Ness, c'est 50 millions de dollars dans l'industrie touristique locale chaque été. 50 millions de bonnes raisons de ne pas croire les scientifiques. De continuer à alimenter cette croyance-là, oui. Donc, très rapidement, les gens qui ont des commerces, les gens qui veulent, pour des raisons économiques, puis on le comprend, c'est humain, ça. Donc, il y a des raisons économiques. On dit, non, il faut pas croire ça, ces données scientifiques-là sont pas bonnes. Puis là, on avait remarqué qu'il y avait un faible pourcentage, moins de 5% d'ADN non identifié dans le rapport du Dr Gemmel. Mais si on parle à des généticiens, ils vont toujours dire, mais tu sais, ça peut être de l'ADN contaminé, ça peut être de l'ADN non génique. Hein, l'être humain a beaucoup d'ADN non génique, d'ailleurs, qu'on appelle de l'ADN poubelle. Malgré qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une utilité à ça, mais on l'appelait quand même ADN poubelle, donc qui sont plus difficiles à déterminer. Donc, il n'y a rien d'étonnant, parce qu'il y a un pourcentage d'ADN qu'on n'a pas identifié. Mais ceux 50 millions de bonnes raisons de dire « c'est dans cet ADN non identifié que se cache l'identité zoologique du monstre du Loch Ness. » On comprend. Et ça, on le comprend. C'est la même chose avec les histoires de fantômes. Quand on arrive et on trouve des explications à des histoires de fantômes, on comprend qu'il y a toute une communauté de gens qui va avoir une résistance à accepter ces explications parce que quelque part, les fantômes, c'est rassurant. Ça nous dit, s'il y a des fantômes, c'est que la mort en soi n'est pas une fin, qu'il y a une survie après la mort. Donc, il y a toute une espèce de mythologie qui entoure ça. Oui, puis souvent, je pense que, excuse-moi de couper, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi l'effet de, je sais pas, un grand-père qui m'a visité, tu sais, une grand-mère décédée. Oui. Aussi, peut-être qu'il peut rentrer dans... Ça, c'est le fun que tu mentionnes ça parce que il y a une statistique, hein, là, on parle de phénomènes paranormaux, mais il y a nous, hein, nous qui sommes les acteurs de ça. Il y a une statistique qui est très intéressante qui montre que dans les grands pays industrialisés, occidentaux, là, les États-Unis, le Canada, la France, on a à peu près les gens qui croient aux phénomènes paranormaux est à peu près de 50%. Qui croient à un ou plusieurs phénomènes paranormaux. Et là, on parle essentiellement de la croyance, 50%. En fait, les phénomènes paranormaux, c'est le plus gros phénomène de croyance après les religions institutionnalisées. Donc, par exemple, au Canada, de façon générale, il y a à peu près 62% des gens qui se définissent comme étant des croyants, principalement, bien sûr, de catholiques romaines. Bien sûr, là, depuis les 30 dernières années, on a eu beaucoup d'autres groupes avec d'autres obédiences. Mais si on parle de religion catholique romaine, 62% des gens se disent croyants. Et ensuite, 50% des gens croient aux phénomènes paranormaux. Donc, c'est quand même, hein, on est juste en dessous des religions. Ce qui est assez surprenant de cette statistique, c'est qu'elle montre également que des gens qui disent croire aux phénomènes paranormaux, 30% d'entre eux disent justifier leur croyance par une expérience personnelle. Donc, si on prend l'ensemble de tous les gens qui disent avoir vécu des phénomènes paranormaux, de croire aux phénomènes paranormaux, 30% d'entre eux disent « j'ai vécu quelque chose ». Soit j'ai vu un ovni, soit que j'ai senti la présence d'un parent décédé ou un truc comme ça. Et
ça justifie cette croyance-là. Et on peut le comprendre, même si aujourd'hui, par exemple, dans l'idée de j'ai été visité par un défunt, donc durant une période de deuil, où j'ai senti l'odeur de la pipe de mon grand-père après son décès à la maison, on a des explications d'ordre psychologique qui permettent et des mécanismes neurologiques aussi, qui nous permettent de comprendre comment ça peut se produire. Parce que, en fait, sentir l'odeur de la pipe, c'est simplement d'éveiller des capteurs. Ces capteurs-là n'ont pas réellement besoin de la fumée qui rentre par les narines pour s'activer. La pensée du grand-père décédé peut activer ces mêmes récepteurs-là et donner l'impression que tu sens l'odeur de la pipe de grand-papa. C'est fantastique. C'est fascinant. Les phénomènes paranormaux, c'est fantastique. Ça fait 50 ans que je suis là-dedans et chaque jour, je trouve ça fantastique. Mais y a-tu, tu sais, 5%, alors, je reviens sur la statistique de tantôt, tu sais, 5% des faits qui sont pas, pas vérifiables, mais qui sont inexpliqués. Ouais. Est-ce qu'en tant qu'expert en paranormal, ça chicote-tu? En fait, le 5% qui est non identifié ou qui est inexpliqué, il peut être justifié de plein de façons. Okay. Dans un premier temps, on a un 5% qui il faut se dire, peut-être qu'on a des cas qui sont mal documentés. Et c'est pourquoi ils demeurent non identifiés. Et ensuite, la science de 2025 n'est pas la science de 2040 ou de 2070, comme elle n'est pas non plus la science de 1970. Donc, il faut s'attendre à ce que la science va découvrir des choses, des phénomènes atmosphériques rarissimes, par exemple, des phénomènes de perception psychologique ou psychiatrique qui sont extraordinaires, qu'on arrive mal à comprendre pour l'instant, et qui permettront de jeter un nouvel éclairage et peut-être éventuellement d'ouvrir la porte à une véritable réalité surnaturelle. Mais pour l'instant, ça devient un peu difficile de se prononcer, mais on a un 5%. Ce qu'il faut, c'est surtout être prudent. Je te donne un exemple que moi j'aime beaucoup, c'est les phénomènes de possession diabolique. Se faire exorciser, par exemple. OK, oui. Les phénomènes de possession diabolique. Bon, autrefois, on disait, les gens, on a l'impression, quand on parle de ça, la possession diabolique, que c'est un phénomène moyenâgeux d'un autre temps. Sors de ce corps, Satan. Bon, et il faut savoir que dans la religion catholique, d'abord, il y a des éléments qui sont intéressants. En dehors de la religion catholique, jamais personne n'a été possédé par le démon. Puis en dehors de l'islam, jamais personne n'a été possédé par un djinn. Puis en dehors du judaïsme, jamais personne n'a été possédé par un dibouk. Donc on voit, ou bien les dibouks choisissent essentiellement des gens d'obédience juive, les djinns, les gens qui sont musulmans, et le diable des catholiques. Donc il y a visiblement un mécanisme de croyance qui va alimenter cette perception d'être possédé. Ensuite, c'est quand même vieux le phénomène, si on se réfère essentiellement au phénomène de la possession diabolique dans notre monde, dans le monde chrétien, c'est un phénomène qui est quand même ancien, là, Bon, déjà au Moyen-Âge, on exorcisait, même dans la Bible, Jésus va exorciser, bon. Donc c'est un phénomène qui est très ancien. La seule chose qui nous change un peu de cette époque médiévale, c'est à l'époque de Jean-Paul II, le Vatican avait demandé une réécriture du rituel de l'exorcisme, parce que l'ancien datait de 1612. Bon, il avait besoin d'être mis à jour un peu, et celui qu'on a mis à jour en 84, il est à peu près demeuré le même, sauf que Jean-Paul II, on fait inscrire dedans qu'avant de conclure qu'un sujet est possédé par le diable, il faut le faire voir par un psychologue et un psychiatre. C'est bon, quand même. Donc on a introduit cette notion-là de la science. Cela étant dit, dans le rituel de l'exorcisme, dans le monde chrétien, on a deux types de possession. On a d'abord la personne qui se dit tourmentée par le diable. Donc, quand il est tourmenté, il a des idées impures, bon... Je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont beaucoup d'idées impures comme ça, qui doivent être très tourmentés par le diable. Mais bon, donc ça, c'est la première vision. Et ça, dans ce cas-là, ça ne demandera pas un exorcisme. Ça va demander une rencontre avec son confesseur, une discussion. C'est ce qu'on appelle un exorcisme mineur. Donc, on s'assoit avec le fidèle, qu'on discute avec lui. Encore une fois, ça se passe dans le monde chrétien. Il n'y a pas de gens possédés par le diable qui sont pas croyants. Ça arrive jamais, ça. La Vierge Marie apparaît toujours à des chrétiens. C'est ça. Ça veut convertir des gens. Elle devrait apparaître chez les musulmans, mais elle n'apparaît pas chez les musulmans. Bon. Donc, le monde est bien fait. Le monde est bien fait. C'est bien. Écoute, c'est bien catalogué. Donc,
Le diable, donc la personne il rencontre le prêtre, discute avec lui, et ça c'est un rituel d'exorcisme mineur. Et ça, presque tous les prêtres, dans leur formation de prêtre, ont une formation qui s'appelle l'exorcista, qui leur permet de faire ce rituel d'exorcisme mineur. C'est fou. On dirait, permets-moi la parenthèse, on dirait que c'est tellement loin de moi, par exemple, tu sais, qui est pas croyante, là, tu sais. On dirait, je trouve ça drôle de me dire, hey, un prêtre ou un pasteur, là, va apprendre à exorciser. Oui, c'est ça. Donc, on est dans... C'est très poussé dans la croyance, là. On est dans le monde chrétien, là. On est vraiment dans le monde chrétien, dans le monde de la foi. Et là, tu as la personne qui est tourmentée par le diable, mais parfois, ça devient plus bénin, plus malin, plutôt. Et là, la personne n'est plus tourmentée par le diable, il est possédé par le diable. Là, c'est soudainement, sa pensée, elle se substitue à une entité qui est le diable et qui y amène des comportements qui sont aberrants. Donc, dans ce cas-là, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est de plus en plus fréquent. Actuellement, l'Église catholique romaine est en manque de prêtres exorcistes pour faire parce que ce rituel-là s'appelle le rituel du grand exorcisme ou l'exorcisme majeur. Et actuellement, l'Église catholique est en manque de prêtres exorcistes. Elle tient chaque année des séminaires pour faire de nouveaux prêtres exorcistes pour pouvoir répondre à la demande. Et là, dans ce cas-là, quand la personne se dit possédée par le diable, là, c'est le fameux combat qu'on a vu dans le film L'Exorciste. On sort de ce corps, Satan. Bon. Dans ce phénomène-là, on pourrait dire, tout ça, c'est de la foutaise, etc. Il n'y a rien de vrai. C'est essentiellement l'imagination. Mais en réalité, il y a quand même des comportements qui sont tout à fait aberrants et qu'on arrive difficilement à comprendre. Et un cas en particulier, qui est un cas étalon, je dirais, c'est un cas qui nous ramène aux années 70. Et tu vas comprendre pourquoi c'est un cas étalon. C'est celui d'une jeune femme, une jeune Allemande qui s'appelait Anneliese Michel, dont on a adapté son histoire, très adaptée, de manière très fantaisiste, dans un film qui s'appelle L'exorcisme d'Émilie Rose, qui est sorti il y a quelques années. Dans le cas de Anneliese Michel, elle se disait possédée par le diable. Il y a eu un rituel d'exorcisme autorisé par l'évêque, parce qu'il y a une mécanique qui doit se mettre en place. L'exorcisme est autorisé par l'évêque, puis après enquête et tout le reste. Donc, il y a cet exorcisme qui va se mettre en place. Et quelque part, à la fin de 1975, jusqu'au milieu de 1976, Anneliese Michel, dans son petit village de Klingenburg-Onheim, on est en Allemagne, en Bavière, elle va subir ces rituels d'exorcisme au rythme de 1 ou 2 séances par semaine. Wow. Ces comportements sont aberrants. Elle se frappe la tête sur les murs, urine sur les prêtres, elle parle d'une voix gutturale. Parfois, on entend 2 voix qui se superposent. Il y a vraiment des comportements qui sont complètement aberrants. Et le 1er juillet 1976, on va trouver Anneliese Michel morte dans son lit. Elle est morte de déshydratation. Elle refusait de boire. Quand elle buvait, la seule chose qu'elle buvait, elle urinait dans ses sous-vêtements et les essorait dans sa bouche. C'est le seul liquide qu'elle prenait. Et elle se nourrissait d'insectes qu'elle pouvait trouver dans sa chambre. Des araignées, Et donc, éventuellement, elle est décédée. Cette histoire-là, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que pour la première fois, le monde occidental, le monde scientifique ont eu accès à quelque chose qui était interdit. Parce que généralement, dans un rituel d'exorcisme, c'est une communion qui se fait entre le prêtre exorciste et le possédé. Monsieur et madame tout le monde, on n'a pas accès à ça, on ne sait pas ce qui se passe. Et ce qui entraîne toutes sortes de récits fantastiques. On entend parfois des prêtres exorcistes raconter, il suffit de voir le film L'exorciste du pape là, avec Russell Crowe qui est sorti tout récemment, qui était Gabriel Amorth. En fait, on s'inspire d'un véritable prêtre exorciste qui était le prêtre exorciste du diocèse du Vatican. Il aimait bien dire qu'il était le prêtre exorciste en chef du Vatican. Il était du diocèse. Et c'est vrai qu'il avait fondé l'association des prêtres exorcistes. J'ai eu la chance de le rencontrer à une occasion. Gabriel Amorth, il donnait un numéro, là. Par laquelle il nous sortait son crucifix. OK, c'est ça. Lui, peut-être qu'il profitait un peu de la... Il aimait sa popularité. Gabriel Amorth aimait sa popularité. Mais bref, il a fait des milliers d'exorcismes apparemment dans sa vie. Mais là, ce que je veux dire, c'est que généralement, quand on écoute ces gens-là, ces prêtres exorcistes,
comme Gabrielle Amorth, Ouais. il raconte des histoires fantastiques. Ah, j'ai vu un patient qui marchait au plafond, il faisait de la lévitation, mais on n'a pas accès à ça. Il nous raconte ça, il n'y a pas de preuve de ça, donc il peut raconter ce qu'il veut, puis bien sûr, il en rajoute un petit peu pour essayer de nous encourager à avoir une foi plus étendue. Mais dans le cas d'Annelise Michel, pour la première fois, on avait accès à tout. Donc, parce que au moment où Annelise Michel est décédée, les parents, qui étaient de véritables bigots, là, c'était des gens qui étaient très, très croyants, ils ont demandé de délivrer un certificat de décès. Et le médecin légiste a refusé, en voyant l'état d'Annelise Michel. Ça peut, une jeune femme de 24 ans, de cette manière-là, on a l'impression, en la voyant, hein, il y a quelques mois, elle est en parfaite santé, et là, on la voit dans son livre, pour vraiment voir des photos d'Annelise Michel, on a l'impression qu'on est en présence d'une survivante d'Auschwitz. Ça veut dire qu'elle n'a plus que la peau et les os, visage émacié. On a l'impression qu'elle a 70 ans, et pourtant, elle en a 24. Alors, quand le médecin légiste a refusé de délivrer le certificat de décès, il en a instruit la justice allemande et il y a eu un procès. Les parents, comme les prêtres exorcistes, ont été accusés de négligence criminelle ayant entraîné la mort. Ah, ouais. Et là, on arrive, là, c'est l'univers qui s'ouvre devant nous. Là. Ça, c'est du bonbon pour les amateurs de surnaturel, là, comme moi. Là, c'est une affaire qui est fantastique. Parce que on a accès aux documents du tribunal. Donc, on a les témoignages des parents, le témoignage des prêtres exorcistes. On avait les avis des différents médecins qui se sont penchés sur le cas d'Annelise Michel. Et surtout, on avait accès à plus d'une quarantaine de cassettes de 2 heures chacune, je les ai toutes à la maison, où on entend les prêtres exorcistes qui font l'exorcisme, qui parlent à Annelise Michel. On l'entend, elle parle d'une voix gutturale, comme celle qu'on imagine. Tu sais. Ouais. Et parfois, on a l'impression qu'on entend 2 voix qui se superposent. Vraiment des phénomènes qui sont tout à fait extraordinaires. Et ce que ça nous montre, c'est qu'on ne peut pas prétendre qu'elle était possédée par le diable, mais quand on regarde ça sur le plan clinique, c'est là que ça devient intéressant. C'est là je pense, c'est vers ça qu'il faut aller, pas dire le diable existe-t-il. Ouais. C'est pas notre ressent, c'est pas le ressent de la science. Le diable existe-t-il? Le diable appartient au monde de la foi. Par contre, ce que la science peut voir dans un cas comme celui d'Annelise Michel, qui est assez unique, c'est que Annelise Michel souffrait visiblement de plusieurs pathologies psychiatriques. Elle était un petit peu paranoïaque, elle était un petit peu schizophrène, elle était un petit peu névrosée, mais jamais suffisamment pour être diagnostiquée dans une catégorie à part. La médecine traditionnelle n'aurait pas pu dire Annelise Michel est schizophrène, Annelise Michel est paranoïaque, Annelise Michel est névrosée. Non, c'était des petits soupçons de chacune de ces pathologies dans une seule et même personne. Et ça entraînait des comportements qui étaient complètement aberrants, ajoutés à cela, bien sûr, sa propre foi chrétienne, et qui entraînaient ces comportements tout à fait inhabituels. Et là, la science, et ça, le cas Annelise Michel est remarquable pour ça, les gens qui se sont intéressés à l'affaire Annelise Michel disent, ben voilà, on peut pas dire Annelise Michel était possédée, mais on peut dire que Annelise Michel souffrait d'un syndrome de possession. Donc, elle présentait des comportements comme si elle était possédée par une entité extérieure. Maintenant, si les gens veulent croire que c'était le diable, libre à eux, là, ça c'est plus du domaine de la foi. Et dans le cas d'Annelise Michel, également, ça nous a montré un élément qui est tout à fait étonnant. C'est que dans des états pathologiques particuliers comme celui-là, le corps humain réussit à faire des choses qu'il n'arrive pas à faire en temps normal, ou sinon avec une très, très grande discipline. Par exemple, on a 2 cordes vocales, parce que c'est un des grands éléments, c'est de dire, oui, mais comment Annelise Michel, si elle n'était pas possédée, comment elle arrivait à parler avec 2 voix différentes? En fait, il faut s'entendre, quand on dit 2 voix, c'était pas 2 voix articulées. Alors, par exemple, moi, il y a des enregistrements qui me renversent. On l'entend parler, elle parle avec un peu cette voix gutturale, et derrière, en même temps qu'elle parle, on entend comme une espèce de refrain. Donc, ben, pas un refrain, mais plutôt un air. Elle fait comme des... Et c'est fou, hein? Puis en même temps qu'elle fait ça, on l'entend parler. Comment elle peut faire ce... et parler en même temps? Et il n'y a pas de coupure, là.
Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on a 2 cordes vocales. C'est les 2 cordes vocales qui permettent à Annelise Michel de prononcer des mots articulés. Mais on a également ce qu'on appelle des fausses cordes vocales, qui sont des replis du larynx. Et des gens qui font de l'art lyrique, par exemple, des mantras, des trucs comme ça, avec une très, très grande pratique, vont réussir à faire vibrer ces fausses cordes vocales, ces replis du larynx, en même temps qu'ils vont chanter des notes. Annelise Michel ne s'était jamais adonnée à cette discipline-là. Mais dans ses comportements aberrants, elle a réussi à faire ça de manière spontanée. Ça nous ouvre sur toute une discipline, sur comment, dans des conditions pathologiques particulières, le corps peut se comporter de certaines façons qui sont tout à fait aberrantes. Et ça, pour moi, ça me paraît plus intéressant que de conclure que elle était possédée par le diable. Et c'est tout, tu sais, de fermer la question. Elle était possédée par le diable. Donc ça nous montre un peu comme, et peut-être que il y a une porte ouverte, donc la science doit se prononcer là-dessus. Et je dirais, parce que si on parle toujours de ce 5%, il ne faut jamais négliger que ce qui est dans le 5% aussi c'est un peu la problématique avec les amateurs de paranormal. Quand un phénomène est classé inexpliqué, il faudrait qu'il demeure inexpliqué ad vitam aeternam. Non, l'objectif premier d'un mystère, c'est de le solutionner. Mais si je dis aujourd'hui que ça, c'est un mystère, si dans 10 ans, je dis que ce n'est plus un mystère, là, c'est sûr que je deviens persona non grata. Absolument. Là, on va m'accuser, on va dire Christian Page, il y a 10 ans, disait que c'était un mystère, maintenant, c'est plus un mystère. Mais la science évolue. Mais voilà, la science évolue. Mais et l'exemple parfait de ça, c'est une histoire qui m'avait passionné. Ça nous amène en 1959. On est en Union soviétique. C'est l'ancienne Union soviétique de l'époque. On est à Sverdlovsk, qui a été autrefois la ville d'Ekaterinbourg, devenue Sverdlovsk sous le régime communiste et redevenu maintenant Ekaterinbourg. Et à ce moment-là, on a un groupe de jeunes, 9 jeunes, qui appartiennent à l'école polytechnique de Sverdlovsk, qui décident de se lancer dans une espèce d'expédition de trekking dans les montagnes de l'Oural. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est une région qui est quasi inexplorée et les services d'éducation, les écoles, les universités encourageaient les jeunes à mener des expéditions, à aller faire du trekking, du camping dans ces lieux-là et de rapporter des informations. Et on pouvait, dans certains cas, même financer une partie de ce travail-là qui était fait conjointement avec un centre universitaire. Donc, on a nos jeunes, sont tous des jeunes qui fréquentent l'université de Sverdlovsk ou qui l'ont fréquenté récemment. Ce sont un groupe d'amis. Le leader du groupe, on a 7 garçons, 2 filles. Le garçon qui dirige le groupe, c'est un type qui s'appelle Igor Dyatlov. Et ce groupe-là, donc, il décide de faire ce trekking-là dans les montagnes. Puis c'est du trekking extrême. Il décide d'y aller en janvier. Là. Tu sais, on comprend que c'est pas la meilleure saison, là. J'aurais préféré juillet-août, mais eux préfèrent le mois de janvier. Donc, ils s'organisent et ils ont tous dans la vingtaine. Ils vont prendre d'abord un train qui va les amener plus au nord. Au nord, ils vont prendre un autobus. Ensuite de ça, derrière un camion Ben qui va les amener finalement dans les montagnes de l'Oural. Et les 15 ou 20 derniers kilomètres, ils vont le faire en ski de fond jusqu'à atteindre un mont, le mont Oterten. Ça, c'est leur objectif. Et puis, en cours de route, un 10e membre vient s'ajouter au groupe, mais on reste à 9 puisque l'un d'eux, éventuellement, abandonne en cours de route parce qu'il y a des maux de dos, donc il veut pas être un boulet pour ses compagnons. Donc, on part 9, on devient 10, mais finalement, ça se termine qu'on est toujours 9. Et donc, ces gens-là, il y a quelque chose qui va se produire. Donc, ils partent dans l'Oural. Et puis, on attend leur retour aux alentours de 10-12 février, mais ils ne reviennent pas. Alors, les parents inquiets, on commence à contacter l'école polytechnique. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes auraient dû envoyer des télégrammes. Ils sont pas revenus. Donc, on décide d'envoyer des équipes de recherche sur le terrain, mais également par des hélicoptères. On va utiliser des hélicoptères de l'Armée rouge et on va se rendre dans les montagnes de l'Oural. Et là, sur une montagne qui est à quelques kilomètres du mont Oterten, mais qui est une autre montagne, qui est le mont Olatchal, qui est un terme d'ailleurs en langage Mansi. Les Mansi, c'est un peuple autochtone local, okay. Un peu comme les Amérindiens ici, un peuple local, les Mansi, qui sont les descendants des Mongols. Et les Mansi, le mont Olatchal, ça veut dire la montagne des morts.
OK. C'est pas très encourageant. Non, ça ne tente Et pas donc, vraiment. on va retrouver sur le mont Olachal, alors que les équipes arrivent sur place, on va retrouver la tente du groupe. Elle est placée sur le côté de la montagne, sur un étaflant de montagne, mais sur une pente qui est très légère. Et donc, une pente qui ne permet pas l'idée d'une avalanche. Donc, c'est une pente très légère. La tente est légèrement affaissée sous la neige, mais c'est la neige des derniers jours. Là. On sait qu'il y a neigé un peu. Donc, les équipes arrivent sur place, et là, on va entrer dans la tente qui est affaissée. On découvre très rapidement qu'elle a été déchirée de l'intérieur. Donc, quelque part, les jeunes ont paniqué, ils ont déchiré la toile pour sortir précipitamment de la tente. Mais où sont-ils? On les retrouve On entreprend de faire des recherches autour et assez rapidement, on va trouver juste au bas de la colline, sous un pin, on va trouver les 2 premiers corps. Bon, les 2 premiers corps n'ont que c'est 2 des hommes, ils ont que des sous-vêtements. Et là, on continue de monter on refait le trajet inverse, on remonte vers la tente. Et là, sur le trajet de la tente, on va retrouver 2 autres des garçons et une des filles qui sont mieux habillés, mais encore trop légèrement habillés. On comprend que les 2 premiers corps sont probablement ceux qui sont morts en premier. Ils sont morts d'hypothermie. Une fois qu'ils sont morts, on a pris leurs vêtements, on a essayé de s'habiller plus chaudement. Pour une raison quelconque, ils ont voulu retourner à la tente, mais en pleine obscurité. Et pourquoi ont-ils quitté la tente? Ça reste un mystère. Et en pleine obscurité, pourquoi n'ont-ils pas pris de lampe de poche avec eux ou de lanterne? Pourquoi ont-ils descendu dans la vallée avant de retourner à la tente? Visiblement, ils ont compris que s'ils ne retournaient pas à la tente, ils allaient mourir parce que c'est dans la tente que se trouvent les bottes, les manteaux et tout le reste. Pourquoi ont-ils quitté littéralement? Parce qu'à ce moment, ils ont été visiblement surpris alors qu'ils dormaient dans leur sac de couchage. Ils avaient que leurs pantalons, leur chandail, rien. Mais il fait moins 30, là. Ils sont sortis précipitamment à moins 30. Ils n'ont pas pris le temps de prendre leur manteau, leurs bottes et les liens. Puis on fuit dans le bas de la vallée. Là, finalement, on en retrouve 3 autres sur le bas de la colline. Et éventuellement, 1 mois et demi plus tard, on va retrouver les autres manquants, les 4 autres manquants dans le fond d'un ravin. Oh mon Dieu! Donc, on a notre groupe. Et ils sont tous morts d'hypothermie. Ceux qui sont tombés dans le ravin ont des blessures plus importantes, des bras cassés, des côtes brisées. Mais visiblement, c'est parce qu'ils sont tombés dans le ravin. On était dans l'obscurité. Là, des gens vont dire ils ont peut-être été attaqués. Non, ce scénario. Ils ont sûrement juste tombé parce qu'ils n'ont pas vu. Ils sont dans l'obscurité puis ils se tiennent l'un et l'autre. Pour une raison quelconque, au pied du pin, lorsque les 2 premiers sont morts d'hypothermie, 3 d'entre eux ont dit nous, on va tenter de retourner à la tente. Les 4 autres ont dit, nous, on va essayer de retourner dans la vallée, essayer de trouver de l'aide dans le fond de la vallée. Pourquoi? Ça reste le mystère. Et ils vont tomber dans le ravin parce que dans l'obscurité totale, il n'y a même pas de lune ce soir-là, donc il n'y a aucune lumière. Tu ne vois même pas ta main devant toi. Ces gens-là devaient se tenir par leurs vêtements. Et quand le premier est tombé dans le ravin, les autres ont basculé avec. Ils se sont tombés les uns sur les autres. Puis on parle d'un ravin qui fait à peu près une quinzaine de mètres de profondeur. Dieu. Donc, ils sont morts dans le ravin et ils ont agonisé durant la nuit jusqu'à temps qu'ils sont... Ça va bien finir l'épisode de Balado. Il nous reste quelques minutes, mais j'adore ça, le suspense. Et on est persuadé, ce que l'on sait, c'est que l'incident s'est produit dans la nuit du 1er au 2 février. 1er au 2 février. Donc, on sait qu'ils sont arrivés sur place, ils ont installé leur tente. Quelque chose s'est produit qui les a amenés à quitter la tente dans une manière spontanée, se sont sauvés, et ensuite, comprenant leur erreur, ils ont essayé de trouver du secours, ils sont décédés d'hypothermie. L'enquête est confiée un ancien policier du service du KGB, des enquêtes criminelles, et on lui pousse un peu dans le dos pour qu'il termine rapidement son enquête. Et il termine son enquête, et là, c'est la porte ouverte au fantastique. Il dit, ces jeunes sont tous morts d'hypothermie. Mais pourquoi sont-ils morts d'hypothermie? Parce qu'ils ont visiblement cédé à une force invisible, inconnue et irrésistible. Il est écrit ça dans le rapport. Dans le rapport. Et là, tu dis, c'est la porte ouverte. Et là, depuis, évidemment, on s'est mis les ovnis avaient été attaqués par des extraterrestres, un complot, les méchants, l'armée rouge les aurait fusillés, ils auraient été attaqués par des groupes autochtones. Bon, il y a rien qu'on n'a pas imaginé, là. Tu sais, les scénarios les plus fantaisistes. J'ai même vu, il y a quelques années, à Discovery Channel. Ça, c'est un peu triste parce que Discovery, dans mon temps, c'était une référence. Et là, ils font un documentaire là-dessus. Il aurait été attaqué par le Yéti des neiges soviétique. Donc, ils ont tenté de fuir le Yéti des neiges, puis là, ils sont morts. Ben, crois-le ou non,
En 2019, 60 ans après les événements, le gouvernement, le nouveau gouvernement russe cette fois, le KGB n'existe plus, c'est le FSB maintenant, ont décidé de rouvrir l'enquête sur l'affaire Dyatlov. Et quand je te disais tantôt, un phénomène qui reste inexpliqué, parfois c'est le petit détail qui nous manque. Quand ils ont rouvert l'enquête, les spécialistes ont regardé les documents, on s'est aperçu qu'il y avait un petit détail qui avait échappé à tout le monde. Quand ils ont installé, parce que la première idée, c'est qu'ils ont dû être frappés par une avalanche, mais ça a été écarté tout de suite en disant non, la pente ne permet pas une avalanche, la pente est trop étendue. Mais on a découvert, il y avait une toute petite note dans un des membres de l'équipe de secours a écrit une petite note en disant que le groupe Dyatlov avait essayé d'aplanir le terrain où ils ont installé leur tente. Ça, c'est l'erreur mortelle. En essayant, en brisant, on le fait tous l'hiver, quand il fait un peu plus froid, la couche de neige sur le dessus est un peu glacée, mais quand on passe notre pied à travers la couche de glace, on découvre que la neige en dessous, elle est complètement molle, elle est très, très meuble. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une couche assez uniforme de glace sur la montagne. Ils ont brisé cette couche de glace pour installer leur tente. Mais ayant brisé l'homogénéité de cette couverture de glace, durant la nuit, pas beaucoup, mais un peu de neige a glissé sur la tente. Comme ils sont dans l'obscurité, ils ont paniqué, la tente s'est légèrement affaissée, mais ils se sont dit, est-ce que c'est une avalanche qui va nous tomber dessus? Alors ils sont sortis précipitamment de la tente, ont couru dans le bas de la colline, attendant cette avalanche qui finalement ne s'est jamais produite. Ils n'ont été finalement ensevelis que par 1 ou 2 mètres de neige, mais suffisant pour les faire paniquer. Et une fois que quand ils ont réalisé que l'avalanche n'arrivait pas, ils ont été incapables de retrouver la tente et ils sont morts d'hypothermie. C'est fou! Non seulement on a trouvé ce petit détail-là, il aura fallu 60 ans pour qu'on découvre ce petit détail-là, mais dès qu'on a eu ce détail-là, on a contacté des spécialistes en mouvement des neiges. On a même fait appel à Walt Disney, les spécialistes qui avaient fait le mouvement des neiges dans le film La Reine des Neiges. On a fait des simulations pour comprendre que c'est exactement ce qui est arrivé. Produit. C'est fou. Donc, aujourd'hui, en 2025, si moi je dis, dans l'affaire du col Dyatlov, les 9 du groupe Dyatlov, on sait ce qui s'est produit. Ben, les gens seraient de mauvaise foi de me dire, oui, mais Christian Page, il y a 10 ans, il disait qu'on n'avait pas d'explication. Oui, c'est vrai qu'il y a 10 ans, mais parce qu'il nous manquait des détails. Et c'est ça qui est fascinant dans l'univers du paranormal. Il ne faut jamais hésiter à dire, je vais rouvrir une enquête, même si elle est vieille. Elle fait 20, 30, 40 ans. Elle a été classée en son temps comme non identifiée. Je vais rouvrir l'enquête aujourd'hui et regarder s'il n'y a pas des détails qui nous ont échappé. La science s'est améliorée. La science est différente. Les policiers le font. Des histoires criminelles demeurées insolubles dans les années 60 et 70, qui sont gardées de côté. Les policiers, des cold cases, les affaires non classées, ouvrent à nouveau ces dossiers-là. Et parfois, on découvre que le petit détail ADN qui nous menait nulle part, finalement, aujourd'hui, grâce à l'avènement de nouvelles techniques en criminalistique, nous permet de dire, ben voilà, on sait maintenant qui est le coupable, qui est le responsable. Ben, le paranormal, c'est une bonne enquête policière. Donc, il faut avoir ce courage-là de dire, je vais rouvrir les enquêtes. Et pour les personnes que ça intéresse, puis je trouve ça dommage parce que, tu sais, ici, les gens commencent à le savoir, là, tu sais, ça fait plusieurs épisodes je tourne au même studio, puis j'ai plus de temps, Christian. J'ai plus de temps de studio. C'est pas grave. Mais on se refera une partie 2 à un moment donné. On se refera une partie 2 assurément parce que théorie du complot et tout ça aussi, ça t'intéresse beaucoup. On n'a pas eu la chance d'en parler, mais c'était tellement intéressant. Très verbomateur. Mais j'ai tout aimé. J'ai absolument tout aimé. Très bon conteur aussi, raconteur. C'est super clair. Puis pour les personnes peut-être qui s'intéressent, t'as écrit plusieurs livres. Là, j'en ai un pour ceux qui nous écoutent en vidéo devant moi. Ouais, c'est le dernier. Je n'ai écrit 15. Ça, c'est le 15e. Et Tueur de l'occulte, tome 2. Parce que dans l'univers du paranormal, malheureusement, quand les croyances dans le paranormal dérapent, ça peut conduire très, très loin. Et ça peut conduire aux crimes occultes. Donc, des gens qui vont être motivés par des croyances un peu fantaisistes. Ouais. Et qui vont aller à commettre des gestes irréparables. Pour les gens qui s'intéressent, j'imagine qu'ils peuvent se procurer ce livre-là dans toutes les librairies, pas mal au Québec. Absolument. Je vais lire ça, puis je vais essayer de faire
un petit topo sur la page Instagram et tout ça pour les personnes peut-être que ça intéresse. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Christian. Et je termine en mentionnant notre commanditaire qui est les restaurants Normandin. Normandin qui est un commanditaire depuis quelques épisodes déjà. On les remercie. Puis grâce à eux, ils vous offrent une carte cadeau. Ils t'offrent plutôt, on s'était dit qu'on allait se tutoyer. Ils t'offrent une carte cadeau pour que tu puisses y aller en gang. C'est bien parce que comme je te disais avant le balado, quand on est à Québec en particulier, je donne des conférences ou à l'Université de Laval et pas très loin, il y a un Normandin et c'est toujours notre point de ralliement à toute l'équipe, c'est le Normandin. Donc, avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Puis pour les personnes qui découvrent le balado aujourd'hui, laissez-moi un commentaire, aimez, partagez si cet épisode-là vous a parlé. Puis j'aimerais ça savoir en commentaire, est-ce que vous aimeriez avoir une partie 2, parler un petit peu plus peut-être de théorie du complot et tout ça? Je pense que ça serait bien intéressant. On pourra s'en reparler à micro fermé, savoir si on se fait une deuxième rencontre. Mais merci d'avoir accepté l'invitation, Christian. Plaisir. Bye bye à tout le monde.